Bonjour à toutes et à tous, nous revoici pour cette nouvelle interview pour ce Soft Skills Day spécial multipotentiel, slasher et neuroatypique. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de haut potentiel. Donc, haut potentiel, et pour ça, j'invite un spécialiste du sujet et aussi un ami, donc François Chevillier. Bonjour François. Bonjour Jérôme et bonjour à toutes et à tous. Donc François qui est coach, formateur, donc tu as créé Progressez-vous et on travaille ensemble depuis plusieurs années maintenant sur neuroformateur.com, sur les intelligences multiples, qui est un outil que tu utilises quotidiennement avec les personnes que tu accompagnes et notamment ces personnes au profil atypique, les hauts potentiels. Est-ce que je t'ai bien présenté? Oui, de manière globale, oui. Voilà, donc je ne sais pas si tu veux que je donne d'autres informations à ce sujet ou pas. En fait, je me rends compte en parlant qu'au-delà de ça, en fait, tu es pianiste professionnel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ben oui, à la base, moi, oui, je suis pianiste professionnel et dès le départ, en fait, si tu veux, c'est que je me suis rendu compte lors de mon parcours d'apprentissage que j'avais beaucoup souffert. Beaucoup souffert parce que je me rendais compte qu'il y avait toute une série d'apprentissages qui ne correspondaient pas à mon mode de fonctionnement. À cette époque-là, je ne connaissais pas du tout ce qu'étaient les intelligences multiples. Toujours est-il, c'est que lorsque j'ai commencé à enseigner, donc il y a déjà 26 ans maintenant malgré tout, j'ai voulu absolument faire en sorte que mes élèves ne vivent pas ce que moi j'avais vécu. Donc, autrement dit, qu'ils n'entrent pas dans une forme de souffrance énorme parce que, ayant l'impression qu'on leur demandait de faire des choses qui ne correspondaient pas à ce que je ressentais à ce moment-là ou à mon mode de fonctionnement. Et donc, j'ai très rapidement, mais quand je dis très rapidement, c'est dès la première année, développé des stratégies vraiment d'apprentissage, non seulement basées sur le collectif, donc apprendre ensemble, sur la créativité, vraiment le développement en fait de ce qu'on avait, me rendant compte que tout ce qui était partition n'était jamais qu'un support, un outil, mais que c'est pas ça qui faisait le musicien. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à vraiment développer une stratégie d'enseignement tout à fait particulière et j'ai commencé à me former tout le temps. Pensant que dans le monde institutionnel, on pouvait changer les choses à partir du moment où on montait. J'ai fait mes brevets de ce qu'on appelle le directeur, l'inspecteur de l'enseignement, etc. J'ai fait partie de toutes les commissions d'éducation nationale, me rendant compte qu'il n'y a quand même pas grand-chose qui changeait, malheureusement. Et donc, j'ai continué à faire mon bonhomme de chemin, à me former en psychologie pratique, en psychologie positive, en PNL, en hypnose ericksonienne, etc. Tout ça pour me rendre compte que, oui, on pouvait avoir un enseignement absolument génial et formé de manière géniale à partir du moment où, 1, on se connaît super bien soi-même, 2, où on permet aux autres de se connaître eux-mêmes, et donc 3, de pouvoir adopter notre pédagogie en fonction des gens que l'on a en face de soi, et donc être dans une co-construction, en fait. Apprendre par l'autre, apprendre pour l'autre, apprendre grâce avec l'autre. Et alors, à ce moment-là, ça devient absolument exceptionnel. Et donc, finalement, oui, comme tu l'as dit, j'ai créé Progressez-vous là en 2013, pour lequel j'ai à la fois fait du coaching scolaire. Je suis formateur aussi pour l'institutionnel, au niveau des professionnels. Et en même temps, je suis de plus en plus arrivé dans une filière où j'ai commencé à accompagner des personnes ou en situation qu'on appelle donc de TDAH, donc c'est-à-dire ce sont des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, et forcément tous ceux qui sont entre guillemets à un moment donné déclarés suite à une série de batteries de tests, je veux dire faits par des neuropsychiatres ou neuropsychologues, donc au potentiel. Et donc là, actuellement, depuis 3 ans, j'accompagne exclusivement les adolescents et les adultes dans en fait ces mises en place de structures d'organisation, de gestion émotionnelle, mais vraiment donc j'insiste, adultes et enfants, adultes et adolescents. Je ne travaille pas avec les enfants au niveau de l'accompagnement de cette forme, voilà, dont on va discuter là maintenant. Je ne vais pas m'engager plus. Oui, justement, parce que en fait, donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as commencé en tant que prof, donc tu as accompagné des enfants, Oui. mais aussi des adultes, et maintenant aussi les adolescents et maintenant aussi les adultes. Et ta spécificité, pour en avoir discuté avec toi, c'est que tu travailles aussi directement avec des psychologues, c'est ça? Oui, psychiatres et neuropsychiatres, en fait, qui sont eux-mêmes spécialisés dans tout ce qui est à la fois trouble du sommeil, parce que c'est assez lié, en fait. On va voir qu'il y a des choses qui sont forcément très conjointes, et donc au potentiel et trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, comme je le citais juste auparavant. Alors, haut potentiel. Moi, quand j'étais plus jeune, on parlait, on parlait pas de haut potentiel. En fait, on parlait des gens qui étaient surdoués, qui avaient des QI hyper élevés et que
et que finalement on les voyait comme des surhumains et des génies. Est-ce que haut potentiel c'est ça ou c'est autre chose? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Quelle est est-ce qu'il y a une définition de haut potentiel du coup? Donner une définition serait assez complexe et en plus je laisserai un professionnel réellement de la médecine pouvoir donner ce genre de définition. Néanmoins, donc effectivement, on parle pour certains, toi tu disais surdoué, on parle de surdouance, on parle de haut potentiel. En fait, ça dépendait des pays, en fait, si tu veux. C'est-à-dire qu'en France, on parlait plutôt de surdouance, en Suisse, on parlait d'une autre manière, en Belgique, et puis finalement, de manière assez commune maintenant, on parle de haut potentiel. Mais tout ça, en fait, ça se regroupe vraiment sur le terme générique, en tout cas en francophonie, accepté de haut potentiel. Et donc, ce qu'on entend dedans, c'est potentiel, et ce qu'on attend aussi, c'est haut. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, des personnes qui peuvent développer des aptitudes tout à fait particulières dans leur mode de fonctionnement, dans leur mode d'apprentissage, dans leur mode de rétention d'informations, dans leur mode de vivre ensemble aussi. Et donc, Jérôme, là, je ferai appel aussi à ta spécialité, les soft skills, parce que ça en fait le lien aussi. Donc, qui ont des soft skills aussi qui sont extrêmement particulières et donc qui vont marquer, en fait, des facilités extrêmement poussé par rapport à certains domaines. Et je dis bien par rapport à certains domaines parce que c'est là où il y a eu à un moment donné confusion et c'est comme tu viens de l'expliquer juste auparavant, des génies, etc. Non, absolument pas. Le haut potentiel n'est absolument pas une personne qui est génie. Ça peut arriver, on dirait même de manière globale, en fait, un haut potentiel quand on faisait ce qu'on appelle les tests psychométriques et donc de quotient intellectuel qui sont totalement remis en question, il faut quand même le savoir. Généralement, on disait qu'on était haut potentiel à partir du moment où on était à un minimum de 130. Au niveau du quotient intellectuel. Et donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est un génie, pas un génie, c'est encore un autre domaine, parce que forcément, il y a des gens qui vont encore développer d'autres potentialités. Mais en tout cas, ça met en exergue le fait qu'on développe des particularités très fortes dans certains domaines, et je dis bien, donc, comme je l'ai dit auparavant, dans certains domaines, parce qu'en même temps, il y a des fragilités dans d'autres domaines. Donc, si je comprends bien, parce que tu disais que tu travailles beaucoup avec les professionnels de la médecine, donc être haut potentiel, c'est quelque chose que l'on détecte d'un point de vue médical, enfin scientifique, c'est ça? Comment on sait si on est haut potentiel en fait? Bon, en fait, quand on a l'habitude, on peut remarquer ça relativement rapidement quand on accompagne des personnes, sans quoi, oui, il y a toute une batterie de questionnaires et de tests dont forcément, c'était l'éternel QI dont je viens de parler auparavant, mais il y a aussi tous les tests de quotient émotionnel, il y a aussi ce qu'on appelle les potentiels évoqués, qui sont toute une série de tests qui se font à la fois mettant en évidence cet esprit logico-mathématique et verbo-linguistique qu'on utilise depuis toujours dans l'école parce que c'est ce qui va être le plus marquant et ça sera assez bien lié en fait aux tests de quotient intellectuel qui vont en fait permettre d'avoir des balises, donc ça va permettre d'être mesuré, mais aussi tout ce qui est à côté, c'est là où je faisais le lien avec les soft skills, c'est-à-dire la capacité en fait à entrer en relation avec la personne, la capacité de pouvoir gérer ses émotions, la capacité à un moment donné d'avoir des raisonnements différents que pour arriver à un résultat, tout ce qui est le domaine de la créativité. Donc en fait, il y a énormément de choses qui vont être prises en compte, aussi toute la réceptivité à un moment donné au niveau de l'ouïe, au niveau des stimuli en fonction de quelque chose qu'on va présenter et de voir les réactions, comment elles vont se faire. Donc c'est assez complet en fait là-dedans cette batterie de tests et ça permet effectivement à un moment donné de pouvoir mettre ça en avant et donc en mettant deux choses aussi en exergue, c'est que une personne qui éventuellement, et ça a souvent été le cas, en fait, on va pouvoir passer ce genre de test à partir du moment où on sent une profonde souffrance, et on pourra en reparler après, Jérôme, bien entendu, parce que c'est souvent lié. Il y a des formes de souffrance, en fait, par rapport à ces hauts potentiels qui font qu'à un moment donné, ils n'arrivent plus à bien fonctionner, si j'ose dire, par rapport à ce que certains appellent la normalité. Encore faut-il savoir ce que c'est la normalité, mais où à un moment donné, les comportements sont tellement différents de ce qu'on a l'habitude de voir, qu'on pourrait se dire, tiens, là, il y a peut-être un côté haut potentiel qui se dégage. Alors, ça vaut la peine, oui, pour rassurer d'un côté, pour mettre en place, bien entendu, des stratégies d'accompagnement après, de faire cette batterie de tests. Autrement, il faut quand même savoir que nous sommes entourés d'une multitude de personnes qui sont probablement haut potentiel, et c'est le cas de la plupart, mais qui fonctionnent parfaitement bien dans la société avec tout le monde et à tous les niveaux. Donc, il n'y a aucun intérêt dans ce cas-là, en fait, à aller faire de cette batterie de tests parce que ça n'apporterait absolument rien, si ce n'est éventuellement de la perturbation de savoir « Oh merde alors, tu te rends compte, je suis au potentiel, ça explique ça » et puis finalement d'aller se mettre des choses en tête qui n'avaient pas de raison d'être parce que ça ne posait aucune difficulté au quotidien.
Parce que du coup, au potentiel, c'est-à-dire qu'on est quelque part atypique et qu'on a des modes de fonctionnement différents, comme tu le dis. Et si on prend, est-ce que tu as des exemples on va dire de cas de haut potentiel que tu connaîtrais, que tu as accompagné, qui Oui, bien sûr. le fait que à la fois il y a la sorte de facilité pour certaines choses, c'est hyper fluide et qu'on se sent hyper compétent sur certains trucs, et la souffrance de l'autre. Ben, écoute, pour peut-être lancer cette question-là, si je peux peut-être dresser de manière très très globale, vraiment en une dizaine de points, ce qui caractérise en fait plutôt les personnes qui sont détectées au potentiel, si tu veux, parce que généralement en fait on pourrait remonter très très loin, c'est-à-dire dès la naissance. Même lorsque vous ferez des échographies, lorsque le bébé est toujours dans le ventre de la maman, il y a déjà quelque chose qui est généralement c'est une fixation du regard. C'est quelque chose qui est assez spécifique, c'est une capacité d'avoir un focus au niveau du regard qui est extrêmement puissant. Ils ont très vite accès en fait au langage, donc aussi bien de manière écrite que de manière orale. C'est une facilité d'expression. Un intérêt, une curiosité qui est développée absolument pour tout. Toute chose qui arrive à un moment donné les passionne et donc ils vont avoir envie d'en savoir plus. Ils aiment bien les personnes mûres aussi. Mais ça va de pair, parce que forcément, des personnes mûres, ça veut dire aussi que de par leur expérience et de par leur vécu, elles vont pouvoir discuter de choses qui seront déjà à un high level, oserais-je dire, donc leur permettent en tout cas d'avoir des conversations déjà plus structurées, parce qu'ils ont besoin de comprendre le comment du pourquoi. Elles font preuve d'énormément d'empathie. Et c'est là où on pourra faire le lien, d'ailleurs, avec une certaine souffrance. C'est cette capacité à pouvoir détecter chez l'autre comment les ressentis de cette personne-là, avant même éventuellement que ces personnes le ressentent elles-mêmes. C'est parfois assez impressionnant pour certains. Et donc, comme ils savent parfois en fait ce qui va se passer pour l'autre personne et qu'ils induisent en fait ça, mais en fait ils se sentent mal parce qu'ils ont l'impression un petit peu d'entrer éventuellement dans l'intimité de la personne. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer. Ils ont un intérêt porté pour la lecture de manière globale, sachant qu'à l'intérieur, il y en a beaucoup qui, néanmoins, sont dyslexiques. Et là, par rapport au concours que vous venez d'organiser là justement en lecture rapide, on sait très bien que les dyslexiques lisent très rapidement, mais avec une autre forme de tournure cérébrale. Ils ont beaucoup d'humour, mais c'est un humour qui est toujours décalé. Et donc, on ne le comprend pas toujours parce que généralement, c'est un humour qu'on dit assez intellectuel, tu vois. Et donc, ce sont des blagues, là aussi, high level, qui font qu'à un moment donné, si soi-même, en fait, on n'est pas réceptif, on va se dire, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là ? Forcément, preuve d'ennui, rapidement, à partir du moment où il y a des matières qui les intéressent et que ça va trop lentement pour eux, ils manifestent un certain ennui. Et donc forcément aussi, en tout cas dans le cadre scolaire, ils vont se désintéresser des cours, non pas obligatoirement parce que dans l'absolu, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas, mais tout simplement parce qu'ils aimeraient bien pouvoir aller plus vite. Et donc ils ont un traitement de l'information, en fait, alors là on fait le lien aussi avec le concours que vous venez d'organiser, Mind Mapping, puisque c'est leur spécificité, c'est une pensée en arborescence. Donc forcément, en arborescence, Jérôme qui dit arborescence dit quoi ? Branche. Et qui dit branche dit quoi ? Voilà, oui, c'est ramification, oui, comme le mind mapping en fait. Voilà, exactement. Et donc c'est bien ça qui est très présent chez eux, c'est qu'en fait une idée amène une autre idée. Et chaque idée amène forcément des sujets de discussion avec un pourquoi, un comment, une arrivée et ainsi de suite. Et donc, c'est extrêmement puissant chez eux et c'est là tout l'intérêt. D'ailleurs, quand on en parlera tout à l'heure, c'est quelque chose que l'on travaille en priorité avec eux. Ce sont les cartes mentales parce que arriver à pouvoir dispatcher toutes ces idées-là et puis après apprendre à les traiter les unes après les autres, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Donc, ils ont un raisonnement logico-mathématique généralement aussi qui est assez atypique avec une capacité de raisonnement extrêmement pointue. Mémoire de travail aussi qui est mémoire de travail rapide, tu sais bien, on limite ça généralement à 7 éléments. Pour certains, en fait, ils dépassent largement les 7 éléments. L'hyperesthésie, qu'on appelle ça aussi, ou même la synesthésie. Donc, synesthésie, c'est le fait d'utiliser les 5 sens de manière permanente. Et l'hyperesthésie, c'est d'avoir vraiment un développement tout à fait extraordinaire, en fait, justement de ces 5 sens, qui fait qu'à un moment donné, aussi bien par le goût, par l'odorat que par le toucher, c'est extrêmement précis, c'est extrêmement pointu, et ça va très loin. Je dirais même à un moment donné, tu vois, comme si on avait une machine qui était capable de le mesurer. C'est que c'est vraiment à fleur de peau, si je peux m'exprimer ainsi. Alors aussi, hypersensibilité. Pardon ?
Hypersensibilité, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est vraiment de l'hypersensibilité. Exactement. Qui se manifeste à tous les côtés. Hein. Ça peut être pour certains qui vont développer même un sens de l'odorat tout à fait particulier. Certains, moi j'en ai dans mes clients par exemple, qui vont développer des facultés tout à fait extraordinaires en œnologie, par exemple, tu vois, pour les vins, reconnaître les vins. Dans les cafés, le café, je veux dire, hein, les grains de café, etc. Mais avec une capacité à aller trouver des petites choses à l'intérieur que seul un professionnel formé pourrait vraiment détecter, tu vois. Maintenant, ça c'est tous les côtés, vais-je dire, qui sont... Ça, c'est la colonne plus, en fait, entre guillemets. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire, Jérôme. Ouais. Que tu fais la liste, j'ai l'impression que c'est comme des sortes de super pouvoirs. Où on a voilà le fait de si j'ai bien retenu une grande empathie, une capacité de focus énorme, la capacité de raisonner en arborescence et de retrouver quelque part l'information et quelque part d'avoir un logiciel de mind mapping dans sa tête quelque part, une capacité de mémorisation très grande. Aussi de l'hypersensibilité qui peut du coup être très intéressante pour pouvoir détecter des éléments visuels ou auditifs ou gustatifs, etc. Et que tout ça, c'est quelque part des facultés hyper intéressantes quelque part et très utiles. Hein, si on parle de soft skills, capacité de concentration, capacité d'observation, de raisonnement, d'analyse, de mémorisation, de déduction, de prise de décision, etc. Donc tout ça, ça aide. Mais tout à l'heure, tu disais également qu'il y a une grande souffrance. Du coup, est-ce qu'il y a une colonne moins, entre guillemets, si on pourrait dire qu'il y a, voilà, c'est ça, qu'il y a une forme de colonne moins. Ben, comme je te le disais aussi, donc je l'avais déjà cité auparavant, c'est le côté ennui. Hein. C'est que maintenir le focus attentionnel est très complexe parce que à partir du moment où ils ont compris quelque chose, leur capacité de raisonnement étant tellement grande, ils vont directement approfondir le sujet et donc si à un moment donné on reste trop longtemps là-dessus, ben eux ils sont déjà partis ailleurs. Donc forcément ils vont s'ennuyer et ça fera partie d'ailleurs de l'accompagnement. Après c'est de leur apprendre à accepter ça aussi que les autres ne fonctionnent pas obligatoirement de cette manière-là et qu'ils doivent apprendre justement la patience. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est que beaucoup ils ont des troubles du sommeil. Là, tu comprendras aisément, c'est qu'à partir du moment où tu as un cerveau qui fonctionne en permanence, et c'est le cas forcément pour ceux qui ont des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité cérébrale, c'est que durant la nuit, en fait, ton cerveau, lui, il continue à fonctionner. Donc, il est en train de travailler. Or, on le sait très bien que le cerveau, durant la nuit, en fait, il fait un tri en fait entre les informations qui lui ont servi durant la journée et celles qui ne lui ont pas servi. Et de manière naturelle, il élimine les informations qui ne lui ont pas servi pour par contre, organiser celles qui lui ont servi. À partir du moment où un haut potentiel, lui, pendant la journée, a fait plein de choses et qui lui paraissaient intéressantes, forcément, le cerveau, pendant la nuit, n'a pas le temps de trier. Si je peux résumer comme ça. Et donc, forcément, n'ayant pas le temps de trier, c'est quelque chose qui va faire en sorte que même s'ils ont l'impression de dormir, en fait, ils ne dorment pas. Le cerveau, ce n'est pas du tout réparateur comme sommeil. Quand ils se réveillent le matin, ils ont l'impression d'être crevés. Et si je reprends ça dans le cadre du contexte scolaire, universitaire aussi, hein, donc ça peut être aussi bien en secondaire à l'université, c'est qu'on va souvent avoir en fait des ados qui à un moment donné, pendant la journée, vont vraiment mettre leurs coudes croisés, ils vont poser la tête, ils vont s'endormir. Et alors on va avoir l'impression qu'en fait parce que ça ne les intéresse pas. Mais en fait c'est pas du tout le cas. Ce qui se passe c'est que ils sont fatigués. Le cerveau à ce moment-là il leur dit hey mec tu sais toute la nuit j'ai travaillé pour toi, maintenant moi j'aimerais bien me reposer. Fous-moi un petit peu la paix quoi. Et donc ça c'est quelque chose forcément qui, sur le terme, provoque des dégâts substantiels parce que la fatigue devient vraiment intégrée au niveau cérébral, mais aussi au niveau du corps. Et donc crée, et j'en arrive dans un troisième point, vraiment aussi des troubles de l'anxiété. Des troubles de l'anxiété parce que forcément, à partir du moment où tu as mal dormi, hein, Jérôme, ça a déjà tout arrivé, hein, donc je ne sais pas comment toi tu le vis quand tu as mal dormi. Mais ça rend un petit peu anxieux, on a du mal à gérer les émotions à partir du moment où il y a des contrariétés. Alors on entre dans un sentiment un petit peu aussi d'opposition, des troubles de l'humeur, et ces troubles de l'humeur font que à un moment donné, ça peut très bien aller à partir du moment où on est in, je veux dire, et qu'on a appuyé sur le bon bouton, donc ça fonctionne bien. Et à partir du moment où on a une contrariété ou quoi que ce soit, en fait, certains vont se mettre dans une posture totalement d'isolement, ou bien auront besoin d'aller pleurer, ou bien vont piquer une crise, je veux dire, un petit peu de colère. Et ça, ce sont des choses qui sont vraiment liées, alors à ce moment-là, au côté émotionnel. Ok, donc rassure-moi, il y a des choses que l'on peut mettre en place Bien sûr. Pour éviter de tomber dans tout ça, dans cette détresse émotionnelle, dans cette fatigue chronique, etc.
Et j'imagine que toi, tu as des outils, des astuces. Tu as déjà cité le mind mapping que j'aime beaucoup pour que les personnes qui le suivent. Bien sûr. C'est un outil que j'affectionne particulièrement. Donc, par exemple, toi, donc là, si je comprends bien, donc quand une personne est HP, donc elle a des grosses potentialités dans cette colonne plus qu'on en a cité plus tôt, mais aussi, on va dire entre guillemets le prix à payer de ces. Là, je simplifie à l'extrême, mais c'est comme ça que je le vois. C'est comme si le prix à payer du potentiel, c'est ce que tu as cité, la fatigue, le saut d'humeur, etc. Du coup, comment tu arrives à accompagner une personne pour qu'elle arrive à trouver un équilibre et à trouver une hygiène de vie qui permet d'être mieux et de moins vivre cette souffrance? Ben, tu vois, Jérôme, un petit peu d'ailleurs comme on le fait nous ensemble au niveau des neuroformateurs avec des intelligences multiples, dont ça fait partie, parce qu'il faut savoir que justement, c'est une des premières choses aussi que l'on met en évidence avec les hauts potentiels, c'est d'abord quelles sont les formes d'intelligence ils utilisent, parce que là aussi, si je peux vite casser un petit peu un préjugé, c'est qu'on s'imagine que le haut potentiel, par rapport aux 9 formes d'intelligence, a toutes les intelligences extrêmement élevées. Mais non, pas du tout, comme je t'ai expliqué auparavant. Il va y avoir des formes d'intelligence qui vont être extrêmement élevées, mais à côté de ça, il y en a d'autres qui peuvent être extrêmement basses. Et c'est ça justement qui va faire le côté haut potentiel, parce que comme je l'expliquais juste au début de l'interview, c'est que à un moment donné, ça va se manifester par rapport à tel type de matière et souvent de manière logico-mathématique, en fait. Mais en même temps, ce n'est pas pour ça que ce sont des personnes qui savent utiliser facilement le mouvement, le corps, une représentation spatiale, une vision en fait des choses, de pouvoir l'exprimer à un moment donné aussi en se mettant en musique, en se mettant en rythme, etc. Et donc, on va remarquer dedans que on a des tableaux généralement au niveau des intelligences avec des facteurs extrêmement élevés et des facteurs qui sont nettement moins élevés. Et non pas donc justement une régularité comme on trouverait plus chez une personne qui ne présente pas de facteurs au potentiel. Alors oui, juste, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Pour les personnes qui ne savent pas encore, neuroformateur, si vous allez sur neuroformateur.com, voilà. Vous allez découvrir que on travaille avec François sur les intelligences multiples et on a développé, donc avec Nicolas Lisiac, François et moi-même, on travaille ensemble, un outil qui permet donc de se questionner sur l'utilisation de ces 9 intelligences qu'a systématisé du coup Howard Gardner. Et c'est pour ça du coup que quand tu parles de graphique de haut bas, en fait c'est par rapport à cet outil de questionnement que l'on a créé et qu'on arrive à voir visuellement l'utilisation des intelligences multiples. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Et c'est là où c'est intéressant parce que justement, et comme ça je fais le lien avec la question que tu me posais juste auparavant, c'est que comment est-ce qu'on les accompagne? D'abord, et comme pour les intelligences multiples, c'est qu'il n'y a pas de jugement de valeur. D'abord, en fait, ce sont des personnes qui ont besoin d'être comprises et qui ont besoin que quand on leur pose des questions, de se dire « Ah waouh, chouette, enfin il y a quelqu'un qui me comprend ». Et donc, ils se sentent en fait retrouvés à l'intérieur de nos paroles et en se disant, finalement, tu sais, avant on stigmatisait, puis maintenant, dans l'accompagnement, on est plutôt en train de se dire, oui, je suis haut potentiel, et alors? Et alors, qu'est-ce que ça peut bien faire aux autres que je sois haut potentiel? C'est quelque chose par rapport à moi-même. Et donc, c'est l'ouverture vers en fait un meilleur apprentissage de soi-même, une meilleure compréhension et surtout de pouvoir, à un moment donné, les mettre en évidence, les modes de comportement, dans tel contexte, de savoir comment on le vit et à l'intérieur, donc de pouvoir faire un équilibrage, alors qu'il y a de plusieurs types. À partir du moment où j'expliquais que ils avaient des difficultés de concentration, c'est de leur apprendre aussi à avoir un focus attentionnel suffisamment élevé pendant un certain temps. Et donc, oui, Jérôme, je vais te parler de quelque chose que tu connais très bien aussi, méthode Pomodoro et autres. Quand on parle de rephasage du cerveau, c'est de leur apprendre aussi à pouvoir diviser leur temps en fait en périodes bien déterminées de maximum 40 minutes. 40 minutes parce que c'est le taux de concentration d'un adulte, quel que soit l'adulte, soit comme moi, c'est quelque chose qui est assez neuroscientifique, mais de pouvoir diviser ces 40 minutes en fait en des objectifs vraiment bien précis. Donc, je ne vais pas entrer dans les techniques pures ici, ça n'a pas d'importance, mais ou de se dire, tiens, si pendant 40 minutes, je fais 20 minutes de ceci, 20 minutes de cela, mais pendant les 20 minutes, j'ai un focus attentionnel que je maintiens pour être certain d'arriver à atteindre l'objectif que je me suis fixé. Et donc, c'est de pouvoir phaser, en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça un rephasage, en fait, du cerveau. C'est de pouvoir phaser chaque petite activité de manière à pouvoir non seulement entretenir le focus attentionnel, mais en plus avoir la satisfaction de l'avoir fait. Parce que là, et j'ai oublié d'en parler juste auparavant, généralement, un haut potentiel n'a absolument pas confiance en lui.
il remet tout en doute, systématiquement tout en doute. Donc là provient également une souffrance. Et donc le fait de pouvoir se voir avancer, tu l'imagines bien quand tu as un esprit arborescence, si tu es en train de penser à une idée, penser à une autre idée, penser à une autre idée, finalement, ce qui leur arrive souvent, c'est qu'ils ne vont pas jusqu'au bout de leur idée. Et donc, l'objectif n'est pas atteint. Et donc, ça crée une souffrance parce qu'ils ont l'impression finalement, oui, je ne vaux rien, je n'y arrive jamais. Et donc, on va leur apprendre en fait à se fixer des petites choses et donc à pouvoir les développer par rapport à ça et avoir un objectif qui est atteint. Donc là, si je comprends bien, pour faire une petite synthèse de mi-parcours là. Donc, un haut potentiel a un mode de fonctionnement différent qui lui apporte du coup des aptitudes qui peuvent l'aider dans ses apprentissages dans la vie de tous les jours, mais aussi des difficultés dans d'autres domaines, mais que finalement, il peut mettre des choses en place pour pouvoir améliorer sa vie, sa condition. Et par exemple, s'il y a des problèmes de concentration, utiliser des outils et des entraînements. Donc, par exemple, moi, je fais beaucoup d'entraînements. Donc, pour moi, c'est une compétence, la concentration, qui peut se travailler. Et il y a des outils que je n'ai pas inventés, qui existent, même des outils ancestraux de respiration, de concentration visuelle, etc., de méditation, qui permet de développer, du coup, ces compétences-là, si je comprends bien, qui vont aider, du coup, les hauts potentiels. Comme par exemple la gestion des émotions, il y a des outils, des techniques, des entraînements pour pouvoir mieux gérer les émotions, et que finalement, il est important pour un haut potentiel déjà de prendre conscience qu'il n'est pas juste dire qu'il est haut potentiel, en fait, c'est de comprendre son mode de fonctionnement, parce que haut potentiel finalement, ça peut être tellement. Ça veut rien dire en fait dans l'absolu. Donc le plus important finalement, c'est de me dire ok, quels sont mes modes de fonctionnement. Est-ce que je suis plus logico-mathématique, est-ce que je suis plus visuel, etc. Et après, à partir de là, voir quelles sont mes failles, déjà mes forces pour capitaliser dessus. Me dire, super, je suis bon là-dedans, je vais continuer à utiliser ça. Mais en même temps, je connais mes failles, donc je vais mettre des choses en place pour pouvoir pallier à ça. Et du coup, la chose qui me vient, c'est aussi, tu parlais beaucoup finalement de relationnel. Et que finalement, la relation peut être compliquée parce que parfois, manque de compréhension, parfois aussi le déficit de confiance en soi fait que ça va générer peut-être des dépendances affectives, etc. Et comment toi, tu accompagnes des hauts potentiels à améliorer la qualité de leur relation? Voilà, donc je vais juste, si tu veux bien, rebondir sur 2-3 éléments, parce que tu en as dit beaucoup là-dessus. Simplement, nous, on évite par contre de parler de faille, on va parler plutôt de fragilité. Ok. Parce que la faille peut être perçue de manière négative, en fait, comme si c'était une tare, alors que fragilité est quelque chose qui est simplement à un moment donné qui va nous toucher plus, et donc comme ça je fais le lien avec l'émotionnel. Et d'autre part, comme tu le disais auparavant, oui, bien entendu, tout ce qui va être respiration, tout ce qui va être capacité aussi à entrer en méditation, ou en tout cas en auto-hypnose, pour se projeter dans quelque chose qui est bien et qui va leur permettre d'appréhender la réalité, ce sont des choses forcément qui se travaillent, donc je ne vais pas l'aborder là maintenant. Et juste refaire un dernier point, quand on reparlait avant de la carte mentale avec en arborescence, pourquoi je disais que justement ça fonctionne bien avec eux, c'est qu'en fait, tu vois, rien que déjà quand on prend notre idée centrale et puis qu'on fait une branche et qu'on remet une autre bulle avec une sous-branche et une autre idée, etc., en fait, ils se rendent compte, oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'il fonctionne mon cerveau. Et en fait, ça les rassure. Et alors, à partir du moment où tu viens et que tu réexpliques derrière, mais tu sais qu'en fait, le système neuronal, c'est comme ça. Ce sont des synapses qui se créent, et puis que donc on a notre branche synaptiale qui crée d'un neurone à un neurone, et puis qui forme des petits paquets, et puis chaque fois qu'on met quelque chose en évidence, ça recrée en fait une autre zone via la synapse, etc. Alors là-dessus, ça commence à leur parler, parce que c'est important de remettre en contexte, si tu veux. Et alors c'est pour ça qu'ils sont c'est impactant chez eux, parce qu'à un moment donné, s'ils ont plein d'idées, on peut les inviter en fait à noter toutes les idées qui leur traversent la tête. Mais à un moment donné, de prendre qu'une seule branche et de se dire, tiens, aujourd'hui, là, pendant mes 40 minutes, je vais traiter cette branche-là. Et donc, je vais traiter uniquement cette idée-là. Et après, je la valide, je mets un petit V vert. Ce qui veut dire que je l'ai traitée. Donc, je vais pouvoir m'occuper autre chose. Et donc, l'air de rien, on est déjà en train de calmer un petit peu leur cerveau. Tu vois? Voilà. C'était juste pour remettre ça un petit peu en contexte. Tu as très bien fait parce que c'est quoi le mind mapping, je forme aussi à ça, du coup, en plus de faire de la compète. Mais non seulement ça aide à mémoriser, ce qui était en fait l'intention d'origine de Tony Buzan qui a créé l'outil, mais ça aide également à réfléchir, à canaliser, sortir ce que l'on a dans la tête pour la mettre sur papier, donc enlever la charge mentale. C'est comme ça que je le ressens. Ça développe la créativité également, parce qu'on peut mettre des couleurs, des dessins, etc. Et que finalement, ça aide aussi à se concentrer, comme tu dis. Donc finalement, c'est une boîte à outils qui permet de développer plein de soft skills
très différentes et très complémentaires qui sont très utiles pour les hauts potentiels, mais pas que. Non, pas que, pour tout le monde. Et en plus, mais par contre, chez eux, oui, c'est efficace, puisqu'en plus, ça donne un focus attentionnel extrêmement puissant. Ils se rendent compte qu'en fait, leur cerveau fonctionne comme ça, donc ça leur parle directement. Et alors, forcément, c'est un outil de créativité qui est extrêmement puissant par rapport à cette dynamique. Et alors, c'est un aide-mémoire, de surcroît, puisque ce qui leur arrive souvent, et pourquoi ils ne dorment pas pendant la nuit, c'est qu'étant donné qu'il y a plein d'idées, effectivement, on leur conseille, tu sais, certains te diront non, tu dois continuer à dormir, absolument. Mais en même temps, quand ça travaille, ça travaille. Mais donc justement, nous, on fait l'inverse. On les invite réellement à avoir le carnet à côté d'eux, un carnet, un cahier, ce que tu veux à côté de leur lit. Et s'il y a une idée qui vient, il faut absolument pouvoir apaiser le cerveau. Donc apaiser le cerveau, c'est noter l'idée qui est venue, juste une petite bulle avec un petit mot à l'intérieur. Comme ça, tu donnes l'impression de satisfaction à ton cerveau. Et écoute, gamin, je t'ai écouté, j'ai noté l'idée, maintenant tu me laisses redormir. Alors ça paraît bête, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Et c'est là où on va se dire, ok, le sommeil sera peut-être coupé, mais il vaut mieux un sommeil à un moment donné coupé, même si sur le long terme, on va essayer de le rapprendre à pouvoir avoir des phases de sommeil plus longues, réparateurs, mais il vaut mieux un sommeil coupé parce que tu as pu apaiser un petit peu la douleur de ton cerveau qui veut travailler, que plutôt te forcer à vouloir rester au lit, à tourner en rond dans ta tête, et de toute façon, ne pas arriver à calmer les choses. Donc ça, c'est aussi des petites choses qu'on casse dans cette dynamique de travail, quoi, tu vois. Parce qu'après, quand on dort mal, en fait, c'est une réaction en chaîne. Tout à l'heure, tu parlais des sauts d'humeur, mais il y a aussi problème de concentration, problème de mémorisation, force de volonté qui chute, donc envie de moins travailler, avoir moins de capacité de prise de décision et de passage à l'action. Donc, c'est une sorte de cercle vicieux. Oui, tout à fait. Et du coup, si je comprends bien, le point de départ même, s'il y a vraiment, on peut dire, on veut choisir un impact positif maximum si on est au potentiel, c'est déjà de commencer par ça, si je comprends bien, de mettre des stratégies en place. Tout à fait. Pour pouvoir mieux dormir. Voilà, que je te disais tout à l'heure, le terme, on emploie bien ça, un rephasage du cerveau, en fait, si tu veux. Donc, apprendre à comment il fonctionne pour essayer à un moment donné d'optimiser. Mais forcément, et c'est là, comme pour tout, hein, donc ça fait quand même toujours le lien avec tout ce qu'on fait au niveau des neuroformateurs et vous aussi dans vos activités, forcément, il y aura l'autodiscipline, la persévérance, indispensable, parce que à partir du moment où tu apprends à quelqu'un et tu lui demandes de faire l'effort ça coûte. Mais ce qui est toujours important, c'est de mettre en évidence, mais d'accord, mais qu'est-ce que me coûte le non-effort par rapport au gain que je peux obtenir d'en faire un? Parce que le rephasage ne se fait pas sans peine, évidemment. Et pour mettre ça aussi en évidence, et puis ne tracasse pas, j'ai bien ce que tu m'as demandé au niveau émotionnel en tête, c'est de leur donner des défis. Parce que à partir du moment où ils développent des aptitudes, et c'est là dans le système scolaire généralement ce qui est un petit peu dramatique aussi, c'est que à un moment donné, quand ils fonctionnent bien dans quelque chose, mais il faut leur donner l'opportunité de pouvoir aller très loin dans ce qu'ils font là pour continuer à augmenter en compétences. Et là, je refais de nouveau le lien avec les intelligences multiples aussi, forcément. Une personne qui va présenter des aptitudes tout à fait particulières dans un domaine, c'est une occasion unique de pouvoir lui donner des défis, de choses qu'on ne pourrait pas donner à d'autres dans un certain contexte, si tu veux, pour qu'eux-mêmes se sentent valorisés et aient l'impression de pouvoir exploiter leur plein potentiel. Et c'est là où, alors à ce moment-là, on entrera dans la notion de haut potentiel. Et ce qui est super chouette dedans, c'est, tu sais, les défis se font de toutes sortes, hein, mais parfois même quand, tout à l'heure, je vais reprendre le cas en disant 40 minutes et puis tu fais quelque chose pendant 20 minutes, en fait, on peut mettre un chrono, réellement, un chrono de 20 minutes, et en fait, de donner quelque chose qui normalement devrait se faire en 1 heure, mais en fait, leur dire, ça, tu vas le réaliser en 20 minutes. Alors là, tu vas voir, les connexions chez eux, c'est spectaculaire. C'est comme s'il y avait tout qui se ramifiait, arrive en un seul bloc. Et en fait, ils ont envie de réussir, ils sont stimulés. Ne tracasse pas, ils vont le faire en 20 minutes, ce que normalement on aurait fait en 1 heure. Ouais, mais après, ils sont fatigués. Mais après, ils sont fatigués. Donc, il faut donner la possibilité du repos. Et ça, il faut leur apprendre. Parce qu'eux, ils ont envie de continuer. Donc, on est obligé de apprendre à se dire, mais en fait, le repos, pendant que tu fais ton repos, c'est génial parce que ton cerveau, il travaille pour toi. Il travaille pour toi parce qu'il est en train de réorganiser le tout, il est en train de refaire les ramifications, il permet de s'oxygéner. Tu bois un verre d'eau, donc tu es en train à 80% d'eau dans le cerveau, un petit peu moins, mais on va dire 80% d'eau dans le cerveau. Donc, en fait, tu le permets de l'hydrater. Donc, c'est comme si tu es en train de lui dire, hé, gamin, t'as bien bossé. Là, maintenant, prends ta petite récompense, prends ta petite glace. Et après, on sera de nouveau en forme tous les deux, quoi. Tu vois, et c'est pour ça aussi que finalement, moi, les défis, c'est quelque chose qui me parle aussi. Et c'est vrai que d'avoir un challenge à relever et de comprendre en quoi ça va nous faire évoluer. C'est pour ça que moi,
je mixe vraiment la notion de défi aux soft skills, en fait. Les soft Tout à skills, fait. ces compétences-là, dont on parle depuis tout à l'heure, la créativité, la concentration, etc. Bah, de dire que je vais relever des défis, mais pas forcément pour atteindre le résultat à tout prix, mais de dire que c'est grâce à ce défi-là que je vais pouvoir grandir et développer des compétences. Donc, et pour moi, c'est la clé de la confiance en soi, parce que c'était un astronaute que je suis qui disait ça, qui disait que la clé de la confiance en soi, c'est la compétence. Quand on se sent compétent, bah, du coup, on a moins peur et on fait des choses. Et le fait de se dire, bah, tiens, là, je progresse grâce à ce défi, je suis en train de développer en compétences. Même si j'ai l'impression de partir à zéro en concentration, là, j'arrive à maintenir ma concentration un peu plus longtemps. On se sent de plus en plus compétent, et la compétence, c'est pas que technique, c'est aussi compétences comportementales, ce qu'on appelle les soft skills. Tout à fait. On va se sentir avoir encore plus de ressources pour pouvoir faire face à la vie, tout simplement. Et du coup, tout se passe mieux, et après on enclenche un cercle vertueux quelque part. C'est clair. Et ce que tu viens de dire là maintenant, qui est intéressant entre les confiance et compétences, c'est que aussi la confiance, en fait, si tu veux, on la détermine, en tout cas dans ce domaine, par en fait une accumulation de petites expériences. C'est tout. Donc, ce sont des expériences. Alors, il ne s'agit pas de se dire réussi, pas réussi, quoi que ce soit, mais tu as fait une expérience, donc tu en as un résultat. Alors, même si elle n'a pas fonctionné, comme le disait, c'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup, comme ça, je vais le passer au... Voilà, Thomas Edison, hein, donc, qui a créé l'électricité, l'ampoule, disait, je n'ai jamais connu l'échec, j'ai juste fait 100 000 expériences qui n'ont pas fonctionné. Et tu vois, et donc ça, c'est en fait la confiance en soi, c'est de se dire, en fait, c'est un cumul de petites expériences qui, à un moment donné, vont te donner la confiance. Et donc, forcément, qui vont t'amener la compétence dont tu viens de parler jusqu'à présent. Voilà. Et au-delà de ça, donc on parle de compétences. Donc il y a des compétences liées à tout ce qui est concentration, créativité, qui sont très liées à soi, en fait. Mais il y a aussi beaucoup quand on parle de compétences comportementales, qui sont des compétences liées aux autres et comment on interagit avec l'autre. Tout à l'heure, tu parlais d'empathie. Pour moi, ça fait partie de ces compétences, mais il n'y a pas que ça. Donc comment je reviens sur ma question du coup, comment un haut potentiel peut du coup réussir à améliorer ses relations, parce que tu disais que ça arrive quand même assez souvent que il y a des problèmes relationnels liés à tout ça en fait. Oui, mais donc la première chose forcément par rapport à ça, c'est de pouvoir bien, en se connaissant soi-même, c'est de savoir aussi comment on réagit, puisque tout le monde ne réagit pas de la même manière face à des situations donc émotionnelles données. Donc forcément, il y a d'abord tout un travail de bien comprendre ce que sont les émotions, ce qui comprend aussi l'hygiène émotionnelle, et de pouvoir après prendre sa place à l'intérieur. Et donc ce qui est important, c'est d'une part de connaître ses besoins, mais en même temps de connaître les besoins de son entourage. Donc, je vais prendre dans un contexte familial. À l'évidence, quand je te le disais, si à un moment donné, une émotion a été trop vive, généralement, un haut potentiel aura tendance à se replier sur lui-même et à vouloir totalement s'isoler. De manière parfois un petit peu grognon, hein, comme on dit, j'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'il peut y avoir des petites humeurs assez fluctuantes. Et pendant ce temps-là, c'est comme si cette personne-là était dans une sphère totalement isolée et totalement impénétrable. Donc, c'est-à-dire que ce n'est même pas possible de pouvoir dire un mot, de pouvoir avoir une discussion. Si on te pose une question, tu vas avoir un volcan qui se déchaîne devant toi, ou on ne te répond pas, ou ce sera de mauvaise humeur, ou ça va éclater, tu vois. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est tout simplement de se dire, en fait, et alors, c'est pas grave, c'est moi, mais on va leur apprendre une chose, c'est à annoncer. Alors, à annoncer, ça veut dire, par exemple, de manière tout à fait concrète, voilà, Jérôme, imagine, nous sommes en famille, et puis je te dis, écoute, voilà, Jérôme, je vais aller m'isoler pendant 1 heure ou 2 heures. Je viens de vivre une émotion forte pour moi. C'est pas de votre faute. C'est pas parce que vous m'avez fait du mal. Je n'en veux à personne. C'est juste moi, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Et donc pendant 1 heure ou 2 heures, je vais me retrouver avec moi-même et je vais m'isoler. Alors, tu peux t'isoler pour pleurer, tu peux t'isoler pour ne rien faire, tu peux t'isoler pour lire, tu peux t'isoler pour dormir, ça n'a aucune importance. Mais en fait, le fait d'avertir les gens, c'est hyper important parce que tu leur donnes la possibilité d'adapter leur comportement. Que de partir tout seul, par exemple, dans ta chambre et d'aller dormir ou de tirer la tête, en fait, on ne sait pas pourquoi c'est, et donc tu provoques en fait éventuellement la culpabilisation aussi chez l'autre, et cette non-compréhension. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir prendre conscience soi-même, ok, à l'instant présent, je vis une émotion, cette émotion, comme dit le mot, donc émotion, juste pour rappeler, ça vient de movere en latin, movere, ça veut dire mettre en mouvement, et de ex, donc extérieur, donc ça veut dire que c'est quelque chose d'extérieur qui t'a mis en mouvement, et donc qui t'a remué à l'intérieur, c'est l'émotion. C'est d'accepter cette émotion-là, de pouvoir mettre des paroles dessus, de pouvoir se dire ce qu'elle provoque,
et donc de pouvoir dire après, j'ai une action à poser pour, entre guillemets, entrer dans mon hygiène émotionnelle. Et mon hygiène émotionnelle, c'est, dans ce cas-là, pouvoir signifier que j'ai besoin de m'isoler. Je me mets à l'écart, mais ce n'est pas dirigé contre vous. Mais ça veut dire que quelque part, on doit, ça demande quand même du travail. C'est pas du jour au lendemain, je décide de ne plus réagir et de devenir stoïque en me disant, ok, j'arrive à. Non, je m'imagine qu'il y a un entraînement un entraînement émotionnel qui permet de déjà réussir à résister à la tentation de réagir. En fait, ça, c'est souvent, on réagit tout de suite au quart de tour. Donc, est-ce que toi, tu as des outils, des astuces pour éviter ça, la réaction? Alors, je te dirais que la première chose, en tout cas, voilà, une chose que je pratique régulièrement avec eux, c'est que simplement, je demande, entre guillemets, en 4 colonnes, une émotion, c'est quoi? C'est qu'il y a un déclencheur. Le déclencheur provoque l'émotion. Et puis, ton émotion va déclencher une réaction. Okay. Donc, c'est déjà simplement de lister, en fait, par rapport à des choses qu'ils connaissent bien dans la vie, quels sont les déclencheurs de tel type d'émotion. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ben oui, si j'imagine quelqu'un qui a lâché une grosse ânerie et que ça a le don de me mettre en colère, ben le déclencheur, c'est le fait que quand j'entends une stupidité, parce que moi j'aime bien avoir quelque chose qui soit peut-être plus high level, comme je disais tout à l'heure, ça me met en colère. Ma réaction, c'est que j'ai tendance à crier, lui dire oui, c'est con ce que tu racontes comme d'habitude, moi j'aime autant les voir ailleurs. Ok? Donc ça, c'est un constat. C'est d'abord de faire une sorte de constat, si tu veux, en triptyque. Déclencheur, émotion, réaction. Pour pouvoir après, alors à ce moment-là, intervenir. C'est-à-dire que si tu ne connais pas toi-même tes émotions et d'où elles proviennent, il est très difficile après de pouvoir mettre en œuvre un travail de réaction appropriée, puisqu'on appelle ça des réactions à ce moment-là appropriées. Alors qu'avant, prendre la fuite est une réaction non appropriée. Et donc, pour mettre en place une réaction appropriée, il faut savoir, ok, comme j'ai bien ciblé, dans tel contexte, je pourrais avoir une émotion de tristesse ou je peux avoir une émotion de colère, je prends celle de base, hein, ou une émotion de joie ou une émotion de peur, etc. Et ben en fait, comme tu le sais, tu es déjà en train de conditionner ton cerveau. Et donc, lorsqu'elle réapparaît, ben, au départ, il faut un petit peu se forcer. Ok, purée, là j'en prends. Ouh, j'ai envie d'éclater. Non, ça va, attends. Exercice de respiration dont tu as parlé juste auparavant. Donc, petit conditionnement d'exercice de respiration en disant, ok, je m'isole. Vaut mieux que j'aille respirer ou que je prenne que je sorte 30 secondes parce que sinon je risque de commettre l'irréparable. Et après l'irréparable, alors à ce moment-là, deuxième phase de la gestion, ok, maintenant je vais prendre la réaction qui est bonne pour moi. Et donc si elle est bonne pour moi, ça voudra dire qu'elle sera bonne pour mon entourage. Ouais, finalement, c'est un processus qui est bien. Enfin, du coup, j'imagine que plus on va le pratiquer, plus ça deviendra une compétence en fait. C'est-à-dire qu'au début, c'est compliqué, donc d'être patient. Dire, j'ai peut-être pas réussi sur ce coup-là, j'ai encore réagi, mais c'est pas grave. Comme tu disais, c'est une expérience. Donc, à force d'accumuler des expériences, vous allez développer la compétence. Tout à fait. Moi, j'aime bien dire que finalement, les soft skills, c'est kung fu du cerveau. Parce que kung fu, ça veut dire pratiquer jusqu'à la maîtrise. Donc là, du coup, c'est un peu ça. En ne voulant pas tout maîtriser, par contre, hein, parce que ça n'a pas d'intérêt. Le but n'est pas de tout maîtriser. Il faut être soi aussi. Hein. Et du coup, la question que j'ai vient, c'est ok. Donc, imaginons que que quelqu'un est HP et envie de prendre l'initiative d'améliorer son hygiène de vie par rapport à ça et prendre l'initiative d'entrer dans cette démarche-là. Et peut-être que pas tout le monde est dans cette démarche-là et que peut-être que des personnes connaissent des personnes qui seraient dans ce profil HP et qui auraient ces réactions-là. Comment est-ce qu'il est possible pour des personnes extérieures d'aider à, on va dire, ou d'inspirer, on va dire ça comme ça, des personnes qui seraient HP à entrer dans cette dynamique? Mais donc, c'est donc manifester le fait qu'il n'y ait pas de jugement. Donc, c'est reconnaître l'autre dans ce qu'il est. D'accord? Comme il faut que ces personnes HP apprennent à te reconnaître toi aussi dans ce que tu es. Donc, ça demande un effort des deux côtés et pour lequel il ne faut pas plier parce qu'ils auront tendance à nous faire plier, d'une part. Donc, ça veut dire qu'il faut rester ferme, il faut rester vigilant, souple, je veux dire, dans la manière de le faire, mais par contre, ferme sur l'engagement et la dynamique qu'on va mettre derrière. Ça, c'est hyper important. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est en fait de passer par une petite analyse des besoins. Analyse des besoins toute simple, hein, qui peut se faire oralement, qui peut se faire par écrit parce que c'est toujours plus puissant, mais enfin bref, c'est de se dire, tiens, mon collègue ou mon copain, ma copine ou mes parents, tu vois, donc tu peux le faire là. En fait, lui, ce qu'il attend, son véritable besoin, c'est d'avoir, par exemple, de me savoir serein, heureux. Son besoin, à lui, c'est d'être serein par rapport à moi. Donc, c'est-à-dire ne pas se tracasser quand il me voit mal. C'est un besoin. Sérénité, besoin de sérénité. Et donc,
on se met dans l'autre posture et le besoin de ma fille ou de mon fils, c'est de pouvoir vivre sa tristesse éventuelle ou sa douleur ou sa colère en paix. Donc on lui foute la paix, sachant qu'en fait il ne culpabilise personne. Donc on va essayer de se poser cette question. Comment est-ce que je peux satisfaire le besoin de mon enfant? Est-ce que je peux y répondre favorablement? Est-ce que je peux y répondre mais à certaines conditions? Ou est-ce que non, je ne suis pas capable d'y répondre? Et comme l'autre va se poser la même question, en fait, on les met en interaction, si tu veux. Parce que lui-même, l'enfant, va se dire, ben voilà, moi je suis son papa, j'ai besoin de sérénité, j'ai besoin d'être certain que je vais demander à mon enfant, est-ce que tu peux répondre à ça? Il dira oui, quand j'ai besoin, et je vais te le dire juste ce que je t'ai expliqué auparavant, quand je vis une émotion trop forte, je viendrai t'exprimer le fait que j'ai besoin de m'isoler. Ou à dire non, pas spécialement, parce que je n'arrive pas à gérer mes émotions, je suis désolé, je suis comme ça. Tu vois? Donc ce qu'on va essayer de trouver, en fait, c'est les convergences, mais pour avoir les convergences, il faut d'abord que chacun connaisse les besoins de l'autre, pour savoir quels sont les moyens qui permettent d'y répondre. Donc une grosse phase de discussion, d'écoute active, de compréhension, et comme tu dis, sans jugement, c'est-à-dire plutôt que de dire ah, mais de toute façon, tu es tout le temps comme ça, ou c'est ça. C'est pas ça, c'est tout simplement laisser la personne s'exprimer et d'essayer de voir quelles sont les adaptations, quelque part, que chaque partie puisse faire pour mieux vivre ensemble, si je comprends. C'est ça, exactement, mieux vivre ensemble, parce que Jérôme, écoute, imaginons, on est dans un groupe, voilà, on se connaît bien, et puis subitement, moi, ou avec d'autres, on s'imagine, oui, donc ne le prends pas pour toi, là, c'est juste un exemple, on s'imagine que tu es en train, que tu es bougon, que tu tires la tête, etc. Si j'arrive près de toi et que je te dis, tu pourrais pas être sympathique avec les gens, tu vas réagir comment? Ouais, bah oui, je pense que ça risque d'empirer, quoi. Ça risque d'empirer, voilà, exactement. Et donc, forcément, on ne peut pas contraindre l'autre à faire ça. Or, les hauts potentiels, ils adorent la discussion. Ils adorent que tu les emmènes dans des sphères un petit peu plus élevées où ils ont la possibilité de penser à eux, à leurs besoins, mais où tu les amènes à pouvoir penser aussi à tes besoins et où, en plus, on formule ensemble des possibilités de réponse. Ça, ils adorent parce qu'en fait, on les investit dans une posture de maturité au sein de laquelle ils peuvent prendre leur place. Et donc, cette notion de dialogue, alors oui, je suis d'accord, ça peut prendre du temps. Mais en même temps, c'est un entraînement. Et plus on s'entraîne, plus on devient performant. Donc, plus on devient performant, plus on a acquis des réflexes spontanés pour toutes les choses qu'on avait déjà faites auparavant. Donc, ça devient intégré. Et donc, l'objectif, c'est quand même bien intégrer des nouveaux modes de comportement, des nouveaux modes de fonctionnement, mais sans stigmatiser aucun parce qu'il n'y en a pas de bons ou de mauvais. Il y en a des plus appropriés ou des moins appropriés. Mais c'est valable pour tout le monde. Ceci dit, c'est pas obligatoirement au potentiel. Oui, ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, on est d'accord que c'est pas parce qu'on tomberait dans cette catégorie de personnes, d'humains. Non, c'est parce que ça se manifeste plus fort. Que en fait, on est exempt d'être agréable ou d'avoir des comportements. Enfin, ça ne nous excuse, enfin, ça n'excuse pas, pardon, voilà. cette catégorie-là. D'être social en fait et d'avoir des bonnes relations. Oui, oui. Et comme tu viens de le dire là maintenant, c'est important, tu viens de dire excuser. C'est très très important parce que non, il n'y a pas d'excuse là-dedans et on en avait parlé la semaine dernière tous les deux en se disant oui mais il n'y peut rien, c'est parce que mon fils aussi travaille mal à l'école ou ma fille etc. et tout, c'est parce qu'il est au potentiel. Ou bien justement non, mais s'il est différent, c'est parce qu'il est au potentiel. Non, il n'y a pas d'excuse là-dedans. Nous sommes tous des êtres humains. On peut avoir des modes de fonctionnement différents qui à un moment donné sont plus forts, plus marqués pour certaines choses, mais en tout cas ça ne peut absolument pas servir d'excuse en rien du tout. Et si tu me permets juste, Jérôme, c'est que simplement je voulais citer, j'ai oublié, je ne sais plus si c'est Didier ou David Perrodin, qui avait identifié en fait 6 types de douance et si tu veux de haut potentiel. Et ça, je vais parler par rapport aux parents éventuellement qui ont encore des enfants qui sont à l'école, parce que ça va casser un petit peu certains stéréotypes. On a dans les types de douance, on a celui qui on dit qui réussit bien, qui est ambitieux, qui est perfectionniste, etc. Donc qui généralement va très bien fonctionner à l'école. On a ce qu'on appelle le deuxième type de doué qui est le provocateur. Lui, c'est celui qui s'ennuie, qui est impatient, qui est frustré, ça va jamais assez vite et qui va le manifester. C'est pour ça qu'on dit provocateur. Donc lui, en fait, il va travailler en dents de scie, parce que ça fonctionne bien, il va avoir des super résultats. Ça fonctionne pas bien, il va avoir des mauvais résultats.
résultat. Pardon. On a le troisième qu'on appelle FAC, qui est toujours très timide, qui manque d'assurance, qui se sent un peu accepté, qui lui va avoir des résultats vraiment très très moyens. Et donc pour chaque type, on va pouvoir mettre en action des manières d'accompagnement différentes. Hein. On a le quatrième type qu'on appelle à risque. Le à risque, c'est celui qui est vraiment tout le temps frustré, quoi, contre la société, contre lui-même, qui se sent rejeté. Donc là, forcément, tu penses bien que tout haut potentiel qu'il est, il va pas avoir des bons résultats. Et en plus, certains peuvent même avoir des comportements dangereux pour eux-mêmes ou dangereux pour la société. Et puis, on a ce qu'on appelle les doublement doués. Alors là, c'est très marrant parce que les doublement doués, généralement, ils ont des troubles d'apprentissage et ils sont dyslexiques et autres. Mais en même temps, ils ont de grandes capacités. Mais comme ils ont un manque d'estime d'eux-mêmes, qui sont hypersensibles, qui sont très lents pour arriver à un résultat, eh ben, en fait, ils vont avoir des résultats totalement médiocres. Et enfin, on a l'autonome. Et l'autonome, comme le mot l'indique, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus indépendant, qui aime bien tout ce qui est les défis, qui autorise à se tromper, qui entretient de très bonnes relations avec les autres personnes et donc qui va avoir des résultats très bons. Donc, tu vois ce que je voulais dire juste par là, c'est que quand on dit au potentiel, des gens vont associer ça automatiquement à réussite, facile à l'école, absolument pas. Et là, Perrodin, lui, en avait mis en évidence 6 types différents. Bon, je sais bien, je les ai énumérés très rapidement là maintenant, mais c'était important d'en prendre conscience. Et c'est pour ça que donc on ne peut pas dire oui, tu es HP, oui, mais il y a tellement de manières d'être HP à l'intérieur que attendez, calmons-nous un petit peu, comprenons d'abord comment on fonctionne, nos relations avec les autres et faisons en sorte de prendre notre place dans la société au sein de tout le monde, en fait. En tout cas, ce qui est super, c'est que déjà, moi, par rapport à cet échange, on pourrait continuer comme ça des heures et des heures. Ça fait derrière, on a eu des discussions passionnantes là-dessus. Mais je pense que là, on a touché pas mal de choses. On a vu ensemble déjà qu'est-ce qui se cache derrière le terme HP, qu'on se rend compte que c'est encore très complexe finalement. Être HP, haut potentiel, génère des aptitudes, donc des forces, mais aussi des fragilités. Et des fragilités, mais il existe des bonnes pratiques, des outils, des prismes de lecture de l'humain qui aident à mettre en place des bonnes habitudes et des bonnes stratégies pour pouvoir aider à justement capitaliser sur ses aptitudes et ses forces et en même temps renforcer ses fragilités, enfin pas renforcer, c'est-à-dire consolider, améliorer, c'est-à-dire ses fragilités. Trouver des nouveaux outils. Voilà, des nouveaux outils. On parlait tout à l'heure, en termes d'outils, on a parlé d'intelligence multiple. Tout à fait. Comme on a parlé de beaucoup de choses et qu'on n'a pas le temps d'aller dans le détail, ce que je vais faire, c'est que je vais également mettre des ressources complémentaires en dessous de la vidéo. Oui. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur les intelligences multiples, sur le mind mapping, on parlait qui est un outil très puissant pour justement la pensée en arborescence. Et on a passé pas mal de temps également sur les compétences relationnelles et émotionnelles, parce que cela touche à la fois l'intérieur, comment on le vit à l'intérieur, et on parle de souffrance. Donc, comment, grâce à la gestion des émotions, mieux vivre ses émotions et aussi mieux vivre avec les autres. Donc, une meilleure qualité relationnelle. Et que comme ces outils existent et qu'il existe des vraies solutions, des vraies stratégies, il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce qu'il y aurait cette catégorie, cette étiquette qu'il y a une fatalité en face. C'est juste que le fait de comprendre qui l'on est, ses modes de fonctionnement et d'avoir ses spécificités permet de prendre des décisions en termes de stratégie de comportement pour améliorer son quotidien, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, dans la sphère familiale ou la sphère également personnelle. Et voilà, je trouve qu'on a couvert pas mal de choses en fait. Tout à fait, c'est clair. Voilà. Et juste un petit mot par rapport à ça, parce que tu parles tout le temps de stratégie. En fait, il faut quand même savoir que sur un plan aussi neuroscientifique, etc. et tout, une stratégie, en fait, c'est un ensemble de tactiques. Si on devait définir une stratégie, c'est un ensemble de tactiques. Donc, il faut une tactique relationnelle, il faut des tactiques d'étude, des tactiques de concentration, des tactiques. Et tout ça va former une stratégie, en fait, globale de prise en charge, de mieux-être, de développement de ses soft skills. Et donc, finalement, d'être bien dans ses pénates et d'être bien avec les autres, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, ce que je retiens également de cet échange, c'est que non seulement les HP ont développé de grandes soft skills de manière très poussée. Après, chacun avec sa spécificité, qu'on a dit, pas tout le monde pas tous les HP ont les mêmes soft skills, mais quand ils développent à fond. Et en même temps que les soft skills aident finalement ces personnes à ce profil-là, en leur apportant des outils et des techniques, des tactiques, comme tu dis, supplémentaires pour réussir à
à améliorer leur quotidien. Donc, il y a à la fois les forces en termes de soft skills qui sont là, mais en même temps, l'apport pour pouvoir travailler sur cette fragilité. Et un mot de la fin par rapport à ça, si tu veux bien, Jérôme, hein, puisque tu reparlais toi-même des soft skills, c'est que le jour où on induira en fait dans tous les systèmes d'enseignement qu'il y aura un cours en fait, si j'ose dire, soft skills, ce sera bénéfique pour tout le monde. Que tu sois HP, pas HP, ça n'a pas d'importance, mais ce sera quelque chose de bénéfique parce qu'en fait, c'est là où on va réellement pouvoir travailler les compétences de tout un chacun. Donc, s'il y a bien quelque chose qui devrait voir jour à un moment donné dans l'éducation nationale et autres, ce serait bien le travail sur ces soft skills indispensables actuels dans notre société et forcément avec le monde qui nous entoure et le développement futur, quoi. Merci pour cette conclusion. Je n'aurais pas dit voilà. mieux. Donc oui, comme on peut s'en douter, je suis tout à fait 100%, 200% aligné avec ce que tu viens de dire. Donc en tout cas, merci beaucoup François. Merci à toi Jérôme. Merci beaucoup. Et voilà, pour ma part, j'en pars avec beaucoup de clés et j'espère que vous aussi qui regardez cette vidéo pour ce nouveau Soft Skills Day. Donc merci François et à la prochaine. Merci Jérôme et au revoir à tout le monde et à bientôt.